Didier, quand on a une carrière comme la tienne et qu'au fil des saisons, on arrive à gagner des choses, gagner des titres et à s'établir de plus en plus comme l'un ou le meilleur attaquant, comment on fait pour se renouveler? Comme par exemple, Tony parlait du shoot. Toi, chaque saison, tu avais une remise en question? Je réagissais quand Tony parlait parce que, effectivement, ce changement de swing de Tiger Woods, moi, ça m'a parlé aussi. J'ai eu un coach que tout le monde ne voyait pas forcément peut-être comme un coach, mais Avram Grant. Ok. À Chelsea. À Chelsea. Il est arrivé un peu plus tard, mais déjà, quelques années avant ça, j'essayais de comprendre aussi pourquoi le mec domine tout. Et en fait, il veut tout changer. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est un sport individuel. Alors moi, je gagnerais beaucoup à faire ça. Mais lui, pourquoi lui le fait? Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais le jour où je le rencontre, je lui pose la question, tu vois. Mais ça m'a servi parce que quand j'étais à Marseille, le joueur que j'étais à Marseille était complètement différent du joueur que je suis devenu à Chelsea. C'est-à-dire que mon jeu j'étais toujours à la limite du hors-jeu, prêt à appeler en profondeur et attaquer l'espace. Et j'arrive à Chelsea, et là, le coach me demande, en fait, il veut gagner un titre de manière instantanée. Donc, je ne suis plus le mec qui va dans l'espace, mais je deviens, si tu veux, comme un point d'ancrage. Le point d'appui, le pivot. Un point d'appui. Donc, Lampard, Robben, tout ça, Lampard me met le ballon, hop, je remise, je décroche, je remise, et ça plonge dans mon dos. Okay. Donc, au moment où je me retourne, l'action est terminée, je dis, ah ouais, bravo. Et tu t'es senti moins protagoniste? Je suis plus finisseur. Tu t'es senti moins protagoniste? En fait, comme étant un avant-centre, mon objectif, c'est de marquer et de faire marquer. À partir du moment où je ne marque pas et que je suis jugé sur le nombre de buts que je vais mettre à la fin d'année, en fin de saison, je me suis dit, mince, en fait, non. Parce que j'avais été meilleur passeur ma deuxième saison, je suis meilleur passeur à Chelsea. Et parce que tu joues tout seul, là. Passeur de l'équipe, même. Ouais, tu joues tout seul en pivot. Il n'y a personne qui... C'est pour ça aussi le problème à cette époque-là. Voilà. Et je vais voir le coach, je dis, coach, franchement, bravo, j'ai remporté ces 2 titres et tout, mais je me suis ennuyé. Et franchement, Ah, t'es allé le voir, tu lui as dit ça? Ah oui, je dis, franchement, c'est pas mon jeu. Mais donc vous avez gagné? ça ne suffisait pas de juste vous gagner? Non. Non. Parce que c'est ça, honnête de dire. c'est quoi le mieux? C'est de gagner en étant bon? C'est de gagner en étant moins bon? Ou de perdre en étant très bon? Mais il n'est pas moins bon. Moi, je me rappelle... Enfin, quand je dis moins bon, c'est... Mais en termes de protagonisme. De stats. Non, tu vois, en termes de stats. Voilà, En fait, il marque plus. Voilà. Au but. Ouais. Parce que quand plus tu vas... Tu le sais, tu es à Madrid maintenant, mais Chelsea, à l'époque, tout le monde a les yeux sur vous. Tu fais pas une bonne saison. Une bonne saison, c'est quoi? C'est minimum 20-25 buts. Moi, j'en avais mis 15 ma première année. Donc, à la fin de saison, tout le monde dit, ah, bah, le Drogba qui a coûté, je ne sais plus combien de millions d'euros, 40 millions d'euros. C'est la première fois qu'un club comme Chelsea investit autant d'argent. Et Lampard finit meilleur buteur devant lui. Ça, c'est hyper injuste, je trouve. Parce que les gars n'ont pas le recul nécessaire pour analyser, c'est pas ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pour ça que moi, je demandais à Didier, ça, c'est un accord que tu dois avoir avec le coach. Et que le coach, après, parle avec le propriétaire. Parce que si ils ont dépensé 40 millions d'euros, si le coach, il veut que c'est ça ça va être ton rôle. Tu es le point d'ancrage, tu es physique, personne ne t'a arrêté, tu fais les deux, passer, marquer. Si tout le monde est en phase dans le club et qu'en plus, toi, tu es payé comme tu voulais pour faire ça, enfin, moi, perso, j'aurais pas de problème tant qu'on gagne. Après, je m'en fous s'ils disent 15 buts. Pour de vrai, moi, je dirais, on a gagné le titre, coach, il veut ça, et je suis payé le salaire que je veux pour faire ça. Oui, donc, mais en fait... Ça marche 1 an, mais après... Même il y a le bruit autour. Tu le fais 1 an. Ouais. C'est ça. Tu le fais 2 ans. Oui, mais tu gagnes à chaque fois. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves à jouer des longs ballons. Et puis tu te retrouves dans des batailles avec les mecs. C'était pas mon jeu. Et le jour où tu gagnes on va dire, ouais, mais... Oui, ils vont dire, ouais, mais il fait pas l'affaire. Mais c'est pas mon... Un mec comme Jordan... je comprends, hein, franchement, je comprends. J'ai dû m'adapter. J'ai dû faire quelque chose que je faisais pas. Genre, faire du gainage, toutes ces choses-là, tu vois, me renforcer un petit peu parce que... Mais moi, j'admire que tu as fait ça parce que les gens ils me demandent souvent pourquoi les Spurs vous avez duré aussi longtemps. On a le record de nombre de victoires sur 20 saisons. La remise en question. Et moi, je dis toujours, parce que ce soit moi ou Duncan ou Ginobili, on n'a jamais laissé notre ego être au-dessus de ce que l'équipe voulait et ce que le coach voulait.
D'accord. Parce que moi et Manu, on a pris moins d'argent pour rester à San Antonio. On aurait pu partir au Knicks. Et nous, on voulait rester à San Antonio parce qu'on gagnait. Et c'est pour ça que j'admire ce que tu as fait les 2 premières saisons, parce que c'est ça, là, pour moi, la clé des équipes. Si tu veux gagner, tu auras des joueurs qui sont obligés de faire des sacrifices. Ah, bien sûr, j'aurais pu marquer 30 points par match si tous les systèmes ils étaient pour moi. Et je pouvais pas, parce que des fois, déjà, Duncan, c'était la star. Et après, il y avait moi et Manu. Et nous, on avait beaucoup moins de systèmes que Duncan. Mais tu sais ce qui est triste. Mais à la fin, moi, ce que je me disais, c'est qu'on gagne des titres. Et quand je regarde ma carrière, je suis Hall of Fame parce qu'on a gagné ces titres et de ça. J'aurais joué dans un autre club et je mets 30 points par match. Mais on ne gagne pas de titre. Je pense pas que je suis Hall of Fame. Donc après, ça dépend ce que tu veux faire avec ta carrière. Un mec comme Jordan, il n'aurait pas accepté de faire ça, ce que tu as fait. Un mec comme Ronaldo, il n'aurait pas accepté. Mais je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'il y a des joueurs, pour eux, c'est plus important d'abord eux, ce qu'ils veulent, et marquer les buts, et nanana, et blablabla. Et ça, je peux comprendre. Je dis juste que moi, je respecte les Dwayne Wade, les joueurs qui ont compris le second rôle, on va dire, pour le bien de l'équipe. Non, moi, Et je dis pas que c'est dur. Moi, des fois, je rentrais chez moi et je me dis, putain, il m'a mis dans le coin tout le match. Et j'ai un faux joueur devant moi qui défend et j'ai eu aucun système. À aucun moment, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Et justement, ça va permettre de faire le pont, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Popovic et Mourinho. Popovic, quand tu dis, tu vois, tu dois t'effacer parfois, etc. C'est quoi ta relation avec lui? Alors au début, je suis comme Didier. Je dis, mais j'ai pas envie de rester dans le coin, j'ai envie d'avoir la balle. Nanana. C'est normal, tout le monde est humain. Tu sens que tu es fort, tu sens que tu peux aider l'équipe, tu as envie de faire plus. Et c'est au coach de bien. Bien sûr, je le revendique. Et après, c'est au coach. Il arrive à te convaincre et dire, pour le bien de l'équipe, je pense qu'il faut mieux qu'on joue comme ça. Et après, c'est à toi ou pas de faire confiance au coach et les résultats à la fin, quoi. Parce que c'est clair que si tu gagnes pas, ça fout le bordel dans tout le truc. Mais comme nous, on a gagné chaque saison. Parce que moi, j'ai joué 17 saisons, quand même la moitié de ma carrière, on était en finale de conférence. Les gens, des fois, ça va vite, ils oublient comment on a dominé pendant très longtemps. Mais parce que justement, on acceptait nos rôles. Tu es resté 17 ans, du coup, aux Spurs, dans un sport où la fidélité à une franchise, c'est très rare. C'est pas trop ça. C'est pas comme dans le foot, l'amour. En fait, c'est dur de comparer le foot et le basket, parce qu'au basket, tu te fais transférer. C'est pas toi qui décides. Alors qu'au foot, c'est toi qui décides. Si tu as envie de partir, tu pars, les contrats, ils changent. Tu as signé un contrat, ça veut rien dire, on le coupe. Mais d'autant plus. Nous, au basket, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que ta franchise a voulu que tu restes pendant 17 ans. Il y a d'autres joueurs qui ont fait autant de temps dans une franchise. Il y en a quelques-uns. Duncan, déjà, lui, il a fait 19. Duncan, Kobe, il a fait 20. T'aurais aimé, toi, Didier, jouer pour une seule équipe? Ouais. Attention, il n'a pas joué pour une seule équipe. Après, il part. Oui, mais j'aurais aimé, quand je vois quelqu'un comme Totti, comme Maldini, Gerrard, comme Steven Gerrard, tu vois, c'est beau. C'est beau. C'est la legacy. Tu commences en équipe de jeunes, tu grandis, tu franchis les échelons étapes, et tu vois du monde passer, tu vois les entraîneurs passer, et toi, tu restes. Et ça veut dire que tu as réussi à chaque fois à t'adapter à la nouvelle personne qui vient, aux joueurs, à l'entraîneur, peut-être au président, mais tu es encore là. Non seulement tu es là, mais parce que, tu as été respectueux avec tout le monde, parce que c'est ça aussi, ça fait partie du quotidien. Je pense que les gens préfèrent avoir avec eux quelqu'un qui est chaleureux, qui est respectueux, plutôt que quelqu'un qui va à chaque fois écraser. À un moment donné, on va dire, c'est bon, on va mettre à la porte, mais ouais, j'aurais aimé faire ça à Marseille. À Marseille, à Marseille. C'est ton club de cœur, Marseille. Oui, c'est mon club de cœur. C'est marrant ce que tu as créé à Marseille en 1 an. En 1 an, c'est ce que je dis. C'est incroyable. En fait, je dis à chaque fois. Je ne comprends pas, en fait. C'est dur à comprendre. C'est comme en 1 an. Tu donnes la chance à un supporter des Spurs. Tu lui dis, tiens, je te donne le numéro 9 de Tipeee. Vas-y, éclate-toi pendant 1 an. Le mec, il va faire quoi? Tous les soirs, c'est showtime. Il va se dire, je vis un rêve. Mais moi, c'était ça pendant 1 an. Rapide. Mais en parlant de 1 an, Didier, il y a eu un retour manqué à l'OM. Tous les ans, il y a un retour manqué. Tous les en fait, c'est fou parce que ce truc-là m'a mis dans la polémique. Alors que, je voulais jamais quitter le club. 2, quand j'ai voulu revenir, on me dit, ah non, mais si tu reviens, c'est en prêt. Je dis, bah non, moi, si je reviens au club et je repars plus. Et de 3, il y a beaucoup de dirigeants qui se sont servis de mon nom, de l'année que j'ai passée à Marseille, pour à chaque fois dire, il va revenir,
pour vendre des abonnements. Et puis, les gens achètent leur abonnement. Et pour prendre un abonnement, je peux te dire que les mecs travaillent toute l'année pour payer un abonnement. Bien sûr. Donc, c'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste aller au match, c'est toute une vie pour eux. Ouais, Donc, quand tu leur mens en disant oui, Didier va venir, et puis en fait, non, il vient pas. Et moi, j'aime pas les conflits, donc je vais pas prendre la parole pour dire mais c'est un menteur ce président ou ce dirigeant qui dit ça, tu vois. Donc, je les laisse dans leur truc, donc forcément, ça se retourne contre moi. Alors que toi, tu l'as dit, tu voulais pas partir à la base. Un, je voulais pas partir. Deux, j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai même sollicité un rendez-vous paix à son âme avec Robert Louis-Dreyfus à Londres pendant ma première année. Je lui dis, président, ça va pas. Je veux revenir au club. On fait comment? Je dis, ah, mais non, on n'a pas les sous et tout. Je dis, mais on vient de vous donner 40 millions d'euros. Ça marche pas comme ça. Ouais, mais je vois, Tu vois, ça marche pas comme ça parce que j'étais pas heureux là où j'étais. Les premiers mois étaient difficiles. Donc, à ton arrivée à Chelsea, tu as envie déjà de repartir à Marseille? C'était difficile. Sincèrement, c'était difficile. L'anecdote de la main serrée comme ça, c'était... T'imagines, tu arrives dans un club, tu sors d'une grande saison et tu arrives là-bas et bah, tu deviens comme tout le monde, quoi, en gros. Oh, ça manque de respect, quelqu'un qui te fait une... Non, c'est un petit bisoutage. C'est un tout. Tu gagnes le respect, en fait, quand Ça se gagne, en Tu vrai. vois, il faut que tu le gagnes. Donc, moi, j'ai joué des matchs où, quand je suis dans l'axe, je ne reçois pas le ballon. Quand je suis sur le côté, on me le met. Et puis, c'est moi qui centre et le gars marque. Ça veut dire, c'est pas à toi de marquer. Et la vie à Mon Londres, taf, c'est c'était quoi? comment? Pardon? La vie à Londres, quand t'es arrivé au début, c'était comment? C'était différent il de n'y a pas le Marseille. soleil de Ouais, il Marseille. n'y avait pas le soleil. Ouais. Déjà, le jour où j'arrive pour signer à Londres, Ouais. je suis dans un débardeur Ah un oui, peu ouais. ouvert comme ça. J'arrive là-bas, je dis, waouh, j'étais un glaçon. Je signe, je suis un glaçon. Pour te dire, je me suis dit, mince. Mais après, il y avait la barrière de la langue, même aussi, si je ouais. parlais l'anglais, mais l'anglais que je parlais, c'était l'anglais de Where is Brian? Brian is in the kitchen, tu vois. Donc, I'm very happy to sign here. Ok. Chelsea, I will give my very best. Tu peux traduire pour Et Kameto. puis après, et après ça vient. Mais le coach m'a quand même dit, parce que je suis allé le voir, je dis merci, tu m'as fait partir de Marseille. Déjà, tu me saoules parce que tu m'as fait partir de Marseille. Maintenant, je viens ici, les mecs me font pas de passe. Mourinho, t'as dit ça à Mourinho? Ouais. Donc moi, je veux partir. Il m'a dit non, t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut, tout doucement, on va faire notre équipe et tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé non seulement parce que je faisais beaucoup de vidéos, je faisais beaucoup d'analyses de mes partenaires et de mes adversaires et de moi-même pour progresser dans mon jeu. Comme j'avais ce manque, cette carence-là Juste en formation, ouais. de la formation. Ouais, tu voulais être sûr que tu sois à la hauteur, quoi. Oui, parce que ça va très vite. Tony, il y a 2 ans avant d'arriver à Chelsea, je suis remplaçant en 2e division, Ça va vite, ouais. Guingamp. au Mans. Au Mans. Je suis remplaçant, je suis au Mans, en 2e division. Et sur un coup de chance comme ça, Fiores qui signe à Paris, Guy Varche qui est blessé, Guy Lacombe qui m'appelle, Didier, on a besoin de toi. Je dis, mais c'est une blague. Moi, je suis remplaçant en D2, toi, tu viens me chercher pour jouer en 1re division. Et puis finalement, je signe là-bas, on se maintient. Et à la fin de l'année, le coach part. Il y a Bertrand Marchand qui arrive, qui me reçoit. Il me dit, bon, merci pour le service rendu, mais tu n'as pas le niveau de la L1. Waouh. T'as pas Donc- le niveau 2? De la L1. De la L1. Ah, ok. C'est un visionnaire. C'est un Et visionnaire. je lui dis, coach, donc en gros, tu es en train de me dire, il faut que je retourne au Mans, ou bien en 2e division, ou entre... Il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est chaud. Tu l'as pas vécu comme un échec? Mais j'ai eu peur. Parce que la 2e division, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc j'ai eu peur et je vais voir mes coéquipiers, je leur dis, voilà ce que le coach dit. Et les joueurs me disent, mais en fait, regarde, il n'y a pas vraiment d'attaquant. Tu es le seul attaquant. T'inquiète pas, nous, on va se mettre à ton service, on va jouer, on va te faire marquer, on va te mettre les ballons. Tu joues avec Malouda? Avec Malouda, avec Cédric Bardon, avec Carnot, les mecs, c'est des passeurs. Tu Et vois. tu as une bonne relation avec Malouda notamment? Avec tous. Ok. Avec tous, parce que Guingamp, c'était un club familial. Donc, je fais 1 an et demi là-bas. Boum, je pars à Marseille. J'avais le choix entre Lyon et Marseille. Lyon me proposait financièrement plus, comme tu le dis. Il me proposait la Champions League, il me proposait les titres. Mais j'ai fait le choix du cœur. J'ai pris moins d'argent, je suis allé à Marseille, c'était le choix le plus risqué. Mais
c'était le rêve que je voulais vivre. Tu vois, donc j'arrive là-bas, je signe 4 ans, je me dis ça y est, mais je vais les terminer. C'est-à-dire, ils vont devenir fous, ils vont être fous de moi. Mais je fais 1 an où vraiment je plane et je prépare la saison d'après avec Pape Diouf qui lui passait président du club. Donc on est assis dans son bureau, il était encore mon agent, donc à quelques mois, à quelques semaines près. Okay. Et il me dit, bon, fais-moi ton équipe. Donc je me souviens, j'avais mis Pedretti, je voulais qu'on recrute Pedretti à l'époque. Bien sûr, je suis dedans. L'équipe de l'année prochaine. L'équipe de l'année suivante. Donc je suis dedans. J'avais demandé à ce qu'on prenne Mario Yepes. Tu vois, c'est des gars assez solides. T'étais le GM. Tu veux voler combien de Parisiens? En gros, ouais. Tu vois, je sais pas si on pouvait retrouver ce papier, mais c'était magnifique parce que mais le fait de faire ça avec lui, Lorixana. En gros, de contribuer à la création de la nouvelle équipe, de la nouvelle saison, parce que tu veux un titre. Alors en France, ça va être vu comme, ouais, le mec, c'est le GM, mais... Les Spurs, ils faisaient pareil, hein. Pop, ils nous demandaient notre avis et tout, bien sûr. Bah ouais, je veux ma team autour de moi, parce que je veux gagner, c'est un objectif que je vais atteindre. Et donc, on finit la saison, les mecs me font re-signer 1 an, le dernier match. 1 an supplémentaire, moi je me dis, oh, c'est cool, je vais rester 5 ans à Marseille et tout, 4 ans, donc je signe. Pour plus tard comprendre qu'en fait, c'est pour mieux te donner la valeur du truc et me dire, allez, pas. Tu vois, donc ça allait tellement vite que j'avais toujours l'impression que, déjà quand je pars à Chelsea, je me dis, mince, est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que c'est pas trop? Et si je me plante, comment je fais? Ah, c'est chaud, c'est la honte parce que tu vas rentrer, gros transfert et tout, c'est chaud si tu te plantes. Et j'arrive là-bas et c'est poussif. Tu vois, j'ai du mal. Et je me blesse. Et là, je me suis dit, non, en fait, les mecs ne me connaissent pas. J'ai pas réussi à m'adapter. Il faut que je fasse un effort parce que c'est mort. Je ne retournerai pas en France. Là, je suis là maintenant, mon gars, saisis l'opportunité. Donc, j'ai recommencé à faire toutes mes vidéos, toutes mes analyses du pourquoi j'ai marqué, pourquoi j'ai réussi un dribble ou pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai utilisé telle surface, pourquoi j'ai raté un contrôle. Et à partir de là, en fait, j'ai intellectualisé le game. Ça m'a permis de répéter, de pouvoir répéter et de savoir pourquoi je marque. Donc, c'est quand même un point commun entre vous trois. Vous êtes quand même 3 sportifs très cérébraux. Toi, on l'a vu tout de suite, quand tu arrives en équipe de France, on te tend le micro, ton discours, il est posé, il est intelligent. Vous êtes quand même 3 gens. Enfin, moi, je suis choqué de tout ce que tu racontes. Je ne connaissais pas ça, tout ce travail invisible, l'analyse et tout. J'ai travaillé avec un ostéo, avec un fasciathérapeute pendant 17 ans. Le même. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez fidèle, vraiment, dans tout ce que je fais. Donc, j'ai commencé j'ai eu un agent à l'âge de 19 ans. J'étais en 2e division. Non, j'étais stagiaire au Mans et j'avais déjà un agent. À l'époque, et mon agent, c'était Pape Diouf. Okay. Tu vois, l'agent des grands joueurs, des Marcel Desailly, et moi, j'étais no one au Mans en 2e division. Et je signe avec Pape Diouf. Pour te dire que déjà, dans ma tête, je suis loin, je sais où je vais. Tu vois. Toi, Kameto, t'as eu une certaine forme d'échec ou un moment dans ta carrière qui t'a fait passer un cap? En tant que streamer, ouais. Il y a un moment où, dis-toi, tout allait bien. J'avais des bonnes audiences, j'étais numéro 1 en France et tout allait bien. Et à un moment, je voulais faire un voyage, faire des streams là-bas, etc. Sauf que je suis allé avec des potes. Et quand je suis allé faire ce voyage, trop dur de trouver du temps pour stream. En plus, il y avait des embrouilles, etc. Et je suis parti pendant 30 jours. Et quand je suis revenu, descente aux enfers, statistiques pas là, créativité zéro. Je savais plus ce que en 30 jours. En 30 jours. Ça va vite, Internet. Hein. Ouais. Et depuis ces 30 jours, je me suis interdit de prendre des vacances. En fait, c'est pas que je me suis interdit, c'est que j'avais la boule au ventre de repartir et de revivre ça. Et ça m'a mis 1 an à tout reconstruire. Et après, j'ai vécu avec cette peur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette peur. C'est une certaine leçon d'humilité pour l'éthique de travail. Exactement. Je pensais que c'était acquis, que c'était carré. Je pouvais partir, revenir. Je suis parti 30 jours. Rien n'est acquis. Et j'ai mis 1 an et demi avant de revenir où j'étais.
Et, Ok. Et je pensais que c'était fini à ce moment-là. et par rapport à Didier qui parlait justement qu'il a, à un moment donné, il a travaillé sur son physique, etc. Toi aussi, tu as eu une envie de travailler sur ton physique et tu as eu une perte de poids importante. Est-ce que Ouais. c'est lié aussi à ça ou c'est juste par rapport à toi, la santé, mais est-ce que c'était une manière d'être mieux mentalement pour mieux faire ton taf, mieux Souvent pour parler du championnat français. Et puis après, il a eu cette magnifique médaille d'argent au JO. Ouais. Donc, je pense que maintenant, c'est revenu à la place qui devrait être, comme tu disais, Paul. Parce qu'au final, quand je repense à tout ça, je me dis que en tant qu'icône, comme vous êtes, vous avez la capacité justement de faire diffuser des messages. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre aussi. Bien Je sûr. regarde ton cas, Didier. C'était quoi, Coupe du Monde 2006, quand vous vous Ouais. qualifiez? Elle Ouais. est folle cette image. Ouais. C'est une image, tu vois, en préparant l'émission, parce que j'avais déjà vu la vidéo et en préparant l'émission, là, aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, je me rends compte à quel point cette image, elle est folle. Alors, on Tu peut vois. rappeler, on mettra la vidéo. Tu racontes, ou peut-être tu racontes, mais Ouais, C'est ça. c'est un appel à la paix. Qu'est-ce Un qui se appel à passe la à ce paix. moment-là? Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Parce que ça, c'est plus Guerre que le civile football, En c'est Côte plus que d'Ivoire, Mais très en fait, compliqué. il faut dire, il y a des gens qui se tirent dessus la journée et Oui, ça oui, meurt. en fait, ce Ah qu'il ouais, faut comprendre, Le ce qu'il pays faut complètement savoir, scindé. c'est que j'ai rejoint l'équipe nationale en 2002. Le pays est divisé en deux. Il y a une tentative de coup d'État, un peu avortée, mais le pays est quand même divisé en deux. Et nous, on fait toute cette campagne de qualification avec nos dirigeants qui nous disent faites attention, les Ivoiriens ne se parlent plus, les familles, les voisins ne se parlent plus, c'est tendu. Je me souviens un jour, on va jouer en Côte d'Ivoire et tu as le président qui arrive, mais un système de sécurité de folie, c'est-à-dire que tu avais des paramilitaires qui étaient là. Et donc on est debout, on attend là pour les hymnes. Et en face de moi, tu as un mec avec des lunettes de soleil, un béret rouge, et il a son lance-roquette et il est comme ça. Waouh. Et la main, le doigt là qui est là, je me dis, ah, j'espère qu'il n'y aura pas, il y a pas un petit bruit là qui va éclater, puis il lâche le truc et je finis dans la lagune. Donc, t'imagines le contexte? Donc, nous on voit ça, on se dit mince, mais on ne passe que 5 à 7 jours en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, on n'a pas le temps de vraiment prendre le pouls de ce qui se passe. Juste sur des événements comme ça, j'ai réussi à sentir quelques tensions. Et donc, tous nos dirigeants nous disaient, ouais, les gars, qualifiez-vous pour le pays, jouez pour le pays, faites-le pour le pays, faites-le pour le pays. Avant chaque match, on était là, allez, pensez au pays, pensez au pays. Et là, on arrive à se qualifier. Et donc, je me suis dit, tiens, on l'a fait pour le pays. Maintenant, on va demander à ce pays, on est dans une position idéale, tu vois, pour pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, et ça vient de manière spontanée. C'est toi tout seul dans ta tête? Oui, c'est l'amour du pays, en fait. Mais t'en parles avec personne? Non. Ah, ça se voit que c'est. Non, mais d'ailleurs, quand tu écoutes bien, je dis du nord au sud, du centre à l'ouest. Ouais, exactement. Tu vois, je me trompe, mais c'est spontané. Quand je vois la caméra rentrer dans le vestiaire, et d'habitude, quand la caméra rentre, tu fais un peu l'imbécile, et puis voilà, tu parles. Là, je me suis dit, non. Là, c'est le moment, on va saisir cette chance. Mais en fait, si tu veux, il y avait un peu de naïveté aussi. C'est le citoyen qui a parlé, c'est pas le joueur, c'est le citoyen ivoirien, où je me dis, merde, en fait, quoi, il y a la guerre, il y a des familles qui sont divisées, il y a des gens qui meurent, des gens qui ont perdu leur domicile, qui ont été obligés de fuir vers le sud, donc ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et donc tu te mets à genoux. Donc je me mets à genoux, je fais un message, et ensuite je me mets à genoux et je demande aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Et c'est fou parce que je fais ce message-là, mais vraiment comme un moment de vestiaire, tu vois, tu vis le moment et puis tu passes à autre chose. Mais tu penses pas à l'impact que ça peut avoir? non, C'est relayé dans tous les jamais, journaux. Jamais. Et tous les jours, pendant 6 mois, ça passe au journal, au JT de 13h et de 20h. Ce message passe en boucle. Mais moi, je suis en Angleterre, donc je ne vois pas tout ça, je ne mesure pas l'impact. Et quelques mois plus tard, je remporte le titre de meilleur joueur africain de l'année.
C'est la première fois qu'un joueur ivoirien remporte ce truc. Je suis reçu au palais présidentiel et là, je demande au président, vraiment au culot, je me dis, là maintenant quand je regarde, en fait, il y a un truc qui n'allait pas. En fait, c'est comme si j'étais guidé par quelque chose, tu vois. Et je demande au président, je dis, président, moi j'aimerais présenter mon trophée au nord, parce qu'au nord, là, ce sont les Ivoiriens aussi. C'est la Côte d'Ivoire, en fait. Et comme j'ai reçu l'amour, on a reçu l'amour de tous les Ivoiriens, je pense que ce serait bien que je fasse ça. Il m'a rien comme ça fait. Il a accepté, mais je pense qu'au fond de lui, il a dû se dire, Ah, t'es pas trop pour. je ne sais pas s'il n'était pas trop pour, mais en tout cas, il a dû trouver ça culotté. Et il a mis l'avion à disposition, on est parti au nord, mais la folie, je n'ai jamais vécu ça. Et c'est Jonathan qui me disait ah, t'aurais pu jouer pour l'équipe de France. Je pense que j'aurais jamais vécu ça. J'aurais vécu d'autres émotions qui auraient été, je pense, tout aussi fortes, comme tu as pu en vivre, ou comme même Zizou a pu en vivre, ou même Thierry. Mais, sincèrement, Est-ce que c'est quoi la chute? Est-ce que la guerre s'arrête? Est-ce que tu as arrêté la guerre? il y a un cessez-le-feu qui est signé. Mais suite à tes déclarations? Suite à mes déclarations, C'est suite calmé. aussi aux pressions, je pense, de tout le monde, et puis suite aussi je pense à quelque part l'intelligence Ça a été une prise de conscience, ça a été un détonateur pour Oui, pour parce aller que je vers me la suis paix. positionné comme un enfant du pays, un enfant ça. qui parle aux grands. Tu vois, tu dis aux grands, les gars, arrêtez, quoi, on a un beau pays, vraiment, on vous demande pardon. Et puis à l'époque, c'était, j'étais la personne que tout le monde voulait voir, voulait trucs. Je me suis dit, tiens, on va profiter de ça. C'est la première fois que j'ai pris conscience du pouvoir de l'athlète en tant que personnalité publique et de l'impact réel qu'on peut avoir sur la société. J'adore ce qu'il vient de dire, le pouvoir du sport en général. Je trouve que, et cette émission existe aussi pour ça, et bravo pour ce que vous faites les gars, je trouve que trop longtemps, notamment en France, le sportif c'était un gars qui court vite, qui saute haut, qui tire fort et qui à la fin dit les 3 points c'est important, on a fait un bon match. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point le foot et le sport, évidemment, peuvent résoudre des conflits géopolitiques, peuvent rassembler des gens. Que tu l'as dit tout à l'heure, toi et moi, on vient pas du même monde. Aujourd'hui, on est assis en face juste parce qu'à la base, on aime tous les deux le football. Et il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais tu vois, le pouvoir... Tu as joué défenseur central? Au Real, jamais. Le pouvoir de cet objet, je sais pas comment l'appeler, qu'est le sport et le foot, il est monumental. Encore pendant les Jeux, on l'a vu. Il n'y a rien au monde qui est plus puissant que ce truc-là. C'est pour ça que c'est intimement pour Le ça que sport, le ça sport, rassemble. ça doit rassembler. Mais c'est pour ça que le sport, c'est politique. Mais on peut c'est pas pour ça que pour moi, il y a un l'enlever de juste ça. milieu à trouver. Parce que des fois, on essaye trop de tout mélanger et mettre le sport dans De la politique. politiser, ouais. Oui. Et donc, c'est Ça, pour c'est de la qu'il faut récupération. trouver un juste milieu. Parce que moi, pour moi, le sport, c'est pour rassembler les gens et rendre les gens heureux, donner de la motivation, les inspirer pour qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Et donc, quand ça vient au niveau politique, je suis d'accord avec ce que tu dis, Paul. Il faut juste faire attention parce que des fois, ils font des raccourcis. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est à nous de nous rendre compte de l'utilisation qui peut être faite par les politiques. Du sport. Ouais. Mais sans aller sur le terrain politique. Moi, j'adore juste qu'on s'arrête à le côté rassembleur, Ah oui, non, c'est Voilà. inclusif. n'a pas pris. Exactement. Super. Ça n'a pas pris. Exactement. Sur un terrain, il n'y a plus de blancs, de noirs, de riches, de pauvres, de mecs qui ont fait des études. Il y a des mecs en short qui font des bonnes passes ou pas. Oui, mais Fin c'est d'histoire. normalement le but de la politique, c'est de rassembler. Justement, c'est en ça, je pense qu'on De base. on défausse un petit peu le terme. On revient vraiment au sens premier, au sens du citoyen. Et là, on parle du sport, mais justement, on va venir vers toi, Kameto, parce que, pour le coup, par exemple, on parle de politique, etc. Toi, tu as représenté la France dans la Pixel War. Ouais. On fera quelques vidéos. C'est quoi la Pixel War Tu exactement? peux expliquer. Alors, Puis j'aime bien, il a dit à l'époque, genre il a, il a 50 ans, genre il a même pas de barbe blanche, il dit à l'époque. Ah, maintenant, ça va vite maintenant. Bah, à l'époque, frère, c'est pas- il y a 2-3 ans, ouais, il y avait eu sur Reddit, c'est un forum connu mondialement, ils ont organisé ce qu'ils appellent la Pixel War. Donc, chaque utilisateur pouvait y aller et mettre un pixel toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, t'envoyais un pixel.
On va faire un coin K-Corp, ça y est. En gros, je veux qu'on fasse un coin K-Corp et on va commencer par un coin, genre là, et on va prendre de plus en plus de place, si c'est possible. Et donc, c'est tombé dans les mains des streamers, donc de nous. Donc, aux États-Unis, il y avait plein de gros streamers. En Espagne, il y avait plein de gros streamers, etc. Et moi, on m'a envoyé ce lien. Du coup, j'étais en live. Donc, je vais dessus. Et le but, c'était d'emmener ta communauté et d'avoir un petit bout de carré. Qui représente une image Exactement. ou quelque chose. Donc, il y avait les communautés de manga, il y avait les communautés de streamers. Et il y avait aussi des streamers qui avaient pour but de mettre le drapeau de leur pays, etc. Donc moi, à la base, j'y suis allé pépère avec ma communauté. Je voulais mettre mon club e-sport dedans, genre mon petit logo, etc. Et on s'est un peu frité avec les Espagnols. Et dès que je commençais à mettre... ça, Tony. Hein. Ouais. Dès que je commençais à mettre mon petit logo, les Espagnols, ils remettaient des trucs dessus. Et donc, c'est parti un peu en embrouille. Et eux, ils étaient 5-6 streamers espagnols et tous plus gros que moi. D'accord. Et ils étaient tous regroupés, etc. Et donc, j'étais en mode, OK, bon, maintenant, vous voulez tester, on va ramener la France. Donc là, j'étais plus représentant de mon stream, etc. J'étais représentant de la France dans la Pixel War. Général. Ouais. Et après, au fil des heures et des jours qui passent, ça a duré 3-4 jours, on a commencé à s'installer et on a capté qu'on était fort de fou en France et que la communauté était complètement barjo. C'est-à-dire que les Espagnols, ils allaient dormir au bout de 2 heures du mat. Objectif? Ouais, mon objectif C'est final. parce que t'es trop nul. Ouais, exactement. Moi, je suis trop nul du coup. Mais je me suis dit, je vais recruter des gens forts. Et pourquoi ça a marché quand moi j'ai créé mon club? Il y avait déjà des clubs e-sport, etc. C'est parce que moi, je commente les matchs de mon équipe. Et donc, les gens, ils arrivent à créer un lien directement avec le club. Parce que dès qu'il va y avoir des actions, je vais crier, ah là là, on y va, on va prendre cette tourelle, on va prendre. Vraiment le moment. Je deviens fou dans les matchs. Et ça tue. C'est fini. Ça tue, les amis. C'est tout droit. Je deviens fou. C'est comme si Jean-Michel Larquet, il avait son propre club et il commentait. Tu vois, ça n'existe pas dans le fait que les commentateurs, ils sont neutres ou bon, des fois, ils vont C'est marrant prendre un parce peu que du coup, parti. je fais le lien avec la Kings League, à laquelle vous participez tous les deux. Exactement. Et en fait, ils sont inspirés de cette idée, peut-être. C'est Michou qui commente son équipe, c'est Inox qui commente son équipe, c'est Squeezie qui commente son équipe. Du coup, tu vas sur live de Squeezie, Michou, Inox, et tu t'attaches alors que tu connais pas les joueurs. Bah, c'est totalement le même écosystème. Hein. C'est à peu près la même chose, en effet. C'est à peu près la même chose. Moi, j'ai une question. Tony, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? T'es au fait de tous ces trucs-là ou... J'attendais ça, j'aime bien ce Parce moment. qu'il y a une différence de génération là au final. Ouais, mais t'inquiète. Avec mon académie, on a Voilà. des joueurs de e-sport. fait, et donc, t'es c'est vraiment- quelque chose, j'étais attiré. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi avec 2 petits frères. Et donc, on jouait souvent aux jeux vidéo. Ouais. C'est toujours la guerre dans les jeux de sport. Mais après, moi, je jouais pas trop en ligne. Moi, je jouais souvent avec mes frères. Avec on tes était frères, très, ouais. très compétitifs. Bah, question de avec la génération famille. aussi, hein, du coup. Ouais. Je peux me permettre Et- je vais reformuler la question de Didier. Ouais. Ton fils, demain, il dit, papa, je veux Je veux jouer au e-sport. jouer toute la journée sur Je mon me suis ordi. bien éduqué en fait sur ça. Tu dis quoi? Et je me dis qu'il faut laisser les enfants faire leur passion. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais été plus en mode jouer aux jeux vidéo toute la journée, alors que moi, je jouais toute la journée, mais après, le lendemain, j'allais toute la journée sur le playground. Donc c'était un peu différent. Même en carrière. Là, tu mes jouais enfants. Pardon? Même en carrière, tu jouais? Non. Jusqu'à 22 ans, je vais dire, je jouais mes 3-4 premières saisons NBA, et puis après, je jouais plus trop. Après. Et Didier, Je jouais plus trop. ton fils, ta fille te dit demain, papa, Il force, lui. Hein. je Non, mais c'est Ça une vraie- m'intéresse, non, je mais te jure que c'est une vraie super question. Ouais, ça revient encore à ce qu'on disait au début. Lorsque tu as un rêve, lorsque Tony a un rêve et que, en fait, lui, il veut réussir son rêve pour montrer à son père pour prouver à son père que oui, ils sont américains, mais la France est là. Moi, quand mon père me dit non, c'est pas un métier, mais je veux lui montrer qu'en fait, on peut en faire un métier et surtout, on peut exceller dans ce métier. Peu importe le métier que tu choisis, en gros, c'est ça. Peu importe le métier que tu choisis de faire, sois parmi les meilleurs. Et je pense que la finalité, pour moi, c'est ça. Donc, peu importe le métier, si demain mon fils ou ma fille vient me dire que je vais être streamer, je vais dire, ah bon, tu es sûr? Je vais dire, attention, c'est pas facile. Faut pas penser que tu es juste assis C'est ça. et que tu regardes la télé et puis tu parles avec tes potes. Ah non, non, non. Aujourd'hui, quand je t'entends parler, je me dis, écoute, Ah non, c'est un vrai métier. c'est un hein. métier. Ouais, c'est un Hier, métier. quand tu disais, t'es un coach, en fait, tu es un président. C'est comme si tu étais un président de Mais c'est club. quoi un bon ça. Mais c'est quoi un Parce bon que tu sais streamer qu'ils ont des kinés, ils ont Des tout kinés maintenant, c'est des vraies équipes. Quand hein. tu m'as dit ça, je disais, Ah ouais, non, ouais, c'est parce que sérieux. comme moi je l'ai reçu à l'académie, en fait moi je le vois différemment maintenant le Ouais, e-sport. ouais. C'est une vraie équipe.
t'as président, GM, t'as le coach, t'as les joueurs, ils se préparent, ils se font masser, ça, ils ont tous Et les il trucs. y a de l'argent qui commence à, sortir de Pardon, Et ça fait il longtemps, commence. hein, ça fait longtemps. Non, mais le mercato, il y a des mercatos. Tu recrutes ouais. des joueurs. Ouais. C'est quoi le. Et même le je sais système pas de si c'est franchise, public. ça prend de la valeur, tout, il y a beaucoup Mais en fait, on en revient un peu aux histoires de rivalité, parce qu'au final, les rivalités, c'est ça qui amène un peu d'engouement. Attends, avant de parler de autour rivalité, tout ça. moi je voudrais savoir en termes de rivalité, vraiment, dans le stand-up, il y a des rivalités. Il n'y a pas vraiment des rivalités. Moi, je ne les sens pas pour l'instant. Et franchement, je te le dirais si c'était le cas. Pour l'instant, je ne les sens pas du tout. Je sens même un truc qui se rapproche un peu du sport et du vestiaire. Quand on est en comédie club, derrière, tu sais, c'est pas des loges, c'était dans une arrière-salle. Et tu regardes à travers le rideau et on passe chacun notre tour. Il y a un truc de vestiaire où... Putain, vas-y toi mon ref, tu devrais faire ça un peu plus, vas-y chauffe-les, moi j'y vais après. des vestiaires. Hein. Moi j'ai un peu... T'as quelque chose à nous dire ou... Non, il parlait de vestiaires de bonnes équipes. Non, ça dépend des vestiaires. Exprime-toi, tu voulais dire quelque chose? Non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu as des vestiaires où ça se passe comme ça, mais tu as aussi des vestiaires où, en gros, c'est un sport collectif, mais individuel. Alors toi, tu peux pas trop parler. Toi, Didier, il y a eu des fois dans le vestiaire où il y avait des gens où c'était un peu chaud? Ou même avec dans ta d'autres propre équipes, des équipe. rivalités. Dans ma propre équipe, non, parce que je n'ai jamais perçu Et pourquoi Yaya Touré la concurrence. Pourquoi quoi? Yaya Touré. De... Je finissais sa question. Est-ce que tu as déjà eu des rivalités et pourquoi avec Non, Yaya Touré, t'es fou, quoi. Non, mais il y avait deux boss. En sélection, il y avait deux boss. Non. En fait, C'est un, si tu veux... un et un A. En fait, comment t'expliquer ça? Pour moi, c'est pas un problème, ça. Non, au Parce que contraire. tu as besoin de leadership dans une équipe. À toi tout seul, tu peux pas gérer un effectif de 24 joueurs. Tu peux pas... Et tu as besoin de relais, tu as besoin de collègues. Je prends l'exemple de Chelsea, par exemple, après je vais revenir à la sélection. À Chelsea, tu avais Frank Lampard, John Terry, Peter Cech, Michael Ballack. En fait, tu n'as que des mecs qui sont capitaines, qui pouvaient être capitaines dans leur équipe nationale. Donc c'est du lourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre en rivalité avec ces mecs-là? Moi, au contraire, j'apprenais beaucoup de ces gens-là. J'apprenais beaucoup de ces gens et c'est ce qui m'a fait progresser à mon poste d'avant-centre. Parce que, je n'ai pas un parcours classique. Je n'ai pas fait de centre de formation. Donc, tout ce qui est les bases, contrôle orienté, les répétitions, toutes les semaines, je ne suis pas passé par ce circuit, moi. Je suis arrivé à 19 ans dans un club professionnel. J'apprenais à courir, à faire un footing. Mon premier footing, je finis en 28 minutes. Les autres ont repris le deuxième exercice. Pendant que moi, j'étais en train de galérer parce que je comprenais pas, je savais pas comment faire un footing. À part courir après le RERB ou je savais pas faire un footing vraiment normal. Donc, quand j'arrive dans des clubs comme Marseille, Chelsea, même en équipe nationale, pour moi, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être à côté de ces mecs-là. Je jouais à la PlayStation avec Hernan Crespo et Shevchenko. Tu donnes le ballon à Sheva, il met une patate en pleine lucarne et tout. Tu dis, ouais. Et le lendemain, le mec est dans le vestiaire, il est à côté de toi. Il joue avec toi. Donc, tu apprends au quotidien. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je m'assois. Moi, j'ai l'impression que toute ta carrière, ça a été ça, en fait. Oui, je m'assois. Toute ta carrière, voilà. Je regarde, j'apprends. Et comme je suis plus jeune, mais j'ai plus d'énergie. Donc, quand ils finissent, moi, je reste. Puis, j'essaie de répéter. Et puis, la répétition, on dit que la répétition est pédagogique, mais surtout, elle crée quelque chose en toi. Ça devient de l'instinct. C'est-à-dire que le ballon arrive, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu sais qu'il faut le reprendre de telle manière pour qu'il reparte dans tel sens pour atteindre, tu vois. Mais ça, pardon, mais c'est une grande... Tous les joueurs n'ont pas cette intelligence déjà sociale, parce que tu sais t'effacer au début pour ensuite reprendre. Capacité de travail, tu dis t'arrives, tu sais pas courir, tout le monde sait courir, à la fin t'étais un des mecs les plus physiques. C'est quand même beaucoup de travail et d'intelligence dans ce que tu dis là. Oui, mais tu vois, on en revient à la concurrence. En fait, j'ai eu un coach qui te fait comprendre que si t'es pas intelligent, mon gars, tu vas rester assis, tu vas jamais jouer. José Mourinho.